Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette 17e édition des Ateliers républicains organisée par Elnet et Gérard Rabinovitch, philosophe et sociologue pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Slamovitch, professeur des universités, linguiste et traducteur. Il a tout récemment publié Les moutons de la pensée, nouveau conformisme idéologique aux éditions du CERF. Dans cet ouvrage, il décortique les concepts d'intersectionnalité, patriarcat, blanchité, décolonialisme, etc., pour en montrer les radicalités. Gérard, la parole est à toi pour nous présenter plus en détail le sujet et notre intervenant. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour à tous. Bonjour Arié. Salut Jean. Ravi de ce moment ensemble. Il en va ainsi du monde, hein, comme de nos vies quotidiennes. Les agendas se télescopent, les impératifs se clivent et les convocations de vigilance s'accumulent. L'heure du monde ce matin est à ce qui se passe en Ukraine. Le moment en France à la prochaine présidentielle et quant à l'époque, un maint désastre annoncé. Nous sommes donc, comme vous l'avez peut-être incidemment remarqué, en période électorale. Sous les frisolies des mercatos politiciens, l'écume médiatique des rebondissements anecdotiques et le France galop de la course à l'échalote. Le paysage du débat public se transforme en mer d'Aral de la pensée politique. Tandis que par en dessous, un véritable Kulturkampf dessine ses cartes d'état-major dans l'indolence et négligence endormie des administrateurs de masse que sont devenus nos gouvernants, avec la complaisance veule de producteurs et médiateurs de culture, enseignants, directeurs de musées de théâtre, programmateurs audiovisuels, journalistes, qui cherchent à s'accrocher à une tendance trépignante, la suivant jusque dans ses chemins les plus manifestement aberrants, dans la crainte panique d'être dépassés, comme l'avait déjà observé en d'autres temps Stefan Zweig, que je viens de citer. Les ateliers républicains d'Elnet ne peuvent éviter cette ambiance électorale, mais plutôt que s'y être instrumentalisés, il leur revient sur ce point de tenir la position du spectateur engagé, un syntagme magnifié par Raymond Aron. Nous avons la dernière fois revisité avec François Rastier, Jean-Yves Camus, Manuel Valls, Brice Couturier, la consistance de la dénomination d'extrême droite et ses remugles biaisés, falsifiés et falsificateurs. Là où identité, monolithisme et temps suspendu, voire inversé, forment un nouage en guise de prise d'étranglement. Nous irons aujourd'hui dans une autre direction, pas moins inquiétante, celle de nouvelles radicalités, celle d'une dynamique des derniers jours pour un forçage de la fin aux accents absolutistes et fanatiques. Il ne se sustente que d'une seule maxime, l'homme est quelque chose qui doit être affranchi. À cette aune, tout est fasciste, toute dissymétrie et asymétrie autoritaire, toute limite insupportable, toute frontière à abolir. La grammaire avec l'écriture inclusive, la sexuation psychique avec la théorie du genre ciblant la différence des sexes et puis sa nouvelle excroissance, la propagande trans et ses agents recruteurs. Tout comme la biochimie physiologique des corps sexués qui fait grimper au rideau misandrie et misogynie conjuguées, car l'hostilité envers le masculin est aussi une hostilité envers le féminin. La naissance non calculée, avec l'allongement de la durée d'autorisation des avortements au-delà des 12 semaines, 14 semaines, il y a 2-3 jours votés. Certains promouvant même l'avortement postpartum, ils parlent comme ça, jusqu'à 1 an après la naissance pour confort personnel. La mort non programmée, avec les propagandes pro-euthanasie, promouvant la libre disposition instrumentale d'un droit à la mort, bien poreux d'un devoir de mise à mort. Et puis la barrière des espèces vivantes entre humains et animaux, antispécisme visant à gommer tout trait de différenciation et rupture entre le règne animal et les particularités humaines en son sein, jusqu'à, chez certains, par logique déductive, promouvoir en conséquence la légitimité morale de la zoophilie. Tous les paradigmes de la connaissance, les édifices architecturaux du savoir, se trouve démantelé dans la mise à l'index de l'exigence de la raison, de la longue durée de l'histoire,
et de l'asymptote pour la vérité. Dans le réductionnisme indigent d'une bipolarité essentialisée, dominant-dominé, anomie lexicale, anomie historique, anomie culturelle, se joignent par éboulement continu à une anomie psychique, aux cognitivités non dépliées, propice à la réactivation des pulsions les plus archaïques. Avec ses corollaires psychocognitifs d'apparence contradictoire, à la fois processus de fragmentation, segmentation des identités réifiées en gamme AZERTY, LGTB, QIA+, et puis Fashion Benetton, tendant en arborescence vers l'infini. Et puis, une aspiration de fusion bisounours, à la fois phobie de tout ce qui fait écho de séparation, de barrières, de frontières, d'autorité, d'asymétrie, de différenciation et de discernement jugés discriminants, et un envahissement proliférant de quelques énoncés qui fixent un grotesque qui est la raison et qui lui oppose dans une fragmentation illimitée l'affirmation toute puissante d'une impuissance de soi. Mise en scène en posture victimaire, persécutée, humiliée, suçant son pouce dans des safe places pour se consoler des méchants papas génériques. Un grand continuum queer en pensée amniotique. Tout s'établit par des actes de langage et se dissémine selon des lois de propagation qui appellent à un chapitre d'illustration complémentaire à l'essai sans une ride de Georges Simmel sur la mode dans la tragédie de la culture. Les maîtres anciens, ceux d'Athènes et de Jérusalem, l'avaient identifié au plus près du vécu de la chose politique avec une fraîcheur et une netteté qui n'ont jamais été égalées, signalait Léo Strauss. L'homme est un animal parlant, zoon phonanta pour Aristote dans les politiques, Chaim Medaber, un vivant parlant pour les maîtres du Talmud. Il semblait opportun de démonter ces impostures conceptuelles dans le langage, et il est chanceux qu'un s'y soit attelé dans un livre salutaire dû à notre ami Jean Slamovitch. Un essai indispensable pour ne pas tomber dans le panneau, riche d'analyse et de décryptage, d'exemples éloquents et agrémenté d'une floraison de syntagmes jubilatoires en autant de justes coups portés. Jean Slamovitch est ancien normalien, professeur des universités, linguiste, sémanticien, traducteur. Il œuvre dans l'analyse des discours, Sarah l'a indiqué. Outre des ouvrages techniques liés à son champ disciplinaire, il était intervenu dans le débat public en 2011 de façon assez pertinente et fracassante contre les impostures d'un prétendu résistant, d'un usurpateur de titres de mérite, en parasitage de ceux réels de René Cassin, un triste individu élevé à la gloire gaucho-médiatique, le ci-devant Stéphane Hessel, auquel il consacra un ouvrage d'analyse linguistique « Détrompez-vous » sur les bien étranges indignations du monsieur. Puis, le sexe et la langue, petite grammaire du genre en français, où est étudiée l'écriture inclusive, la féminisation et autres stratégies militantes de la bien-pensance en 2018. Et ces jours-ci, avec Jana Greenspoon, qui est intervenue une première fois dans les ateliers à la rentrée et que nous retrouverons bientôt, Crise langagière, discours et dérives des idéologies contemporaines aux éditions Hermann, avec laquelle encore il vient de lancer une nouvelle revue de l'Observatoire linguistique. Et enfin, ce qui fait le prétexte de l'atelier d'aujourd'hui, Les moutons de la pensée, nouveau conformisme idéologique aux éditions du Cerf. Avant de lui laisser la parole, je voudrais me permettre d'ajouter un ouvrage de Jean Slamovitch qui a fait mon délice de lecture de ces temps confinés. Jazz Talk, approche lexicologique, esthétique et culturelle du jazz, paru en 2021 aux presses universitaires du Midi. Car Jean a aussi ses tropismes de bonne vie et la musique de jazz en occupe un centre névralgique, univers dans lequel il exerce en fonction de critique dans ses revues majeures que sont Jazzot ou Downbeat, et un autre temps fort de son activité ici, celle de producteur. Il a travaillé ainsi avec la chanteuse Sarah Thorpe, le batteur Jackson Marsalis, le trompettiste Ted Curson, etc., etc. Vous voyez, un gentilhomme de bonne fréquentation. Je lui laisse la parole. Jean, à toi. Merci Vera, même si désormais je suis rougissant pour prendre la parole.
Et merci de cette introduction qui a problématisé finalement, tu as parlé en fait, de choses qui relèvent de ce que tu as appelé l'illimité. Milner avait parlé de l'illimité, il avait beaucoup d'écrits, du post-humain aussi, et ça renvoie à un ouvrage qu'il faut relire de Shmuel Trigano, qui est le postmodernisme, la nouvelle idéologie dominante. C'était chez Herman en 2012. En fait, je vais bientôt lancer une collection chez Intervalle où Shmuel Trigano va nous livrer le postmodernisme illustré, c'est-à-dire une deuxième analyse, et finalement, on est sur les mêmes problématiques. Bon, j'ai donné comme titre à cette intervention Imposture conceptuelle et nouvelle radicalité. Imposture conceptuelle, c'est en fait l'objet du premier chapitre de mon livre sur les moutons de la pensée. En fait, comme tu l'as dit, une idéologie, c'est une configuration discursive. Une idéologie, ce sont des idées, mais une idéologie, ça s'exprime, ça se constitue, ça se diffuse par le moyen d'un vocabulaire, d'arguments, de métaphores, qui font une configuration. À partir du moment où on est dans un cadre, disons, antagoniste, on peut vraiment parler d'un Kulturkampf, comme tu l'as fait. Il y a un combat culturel, effectivement, et la forme langagière de ce combat culturel fait que je parle volontiers d'arsenal argumentatif, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de moyens qui sont des moyens langagiers, c'est-à-dire rhétoriques, qui relèvent plus ou moins de la falsification, de l'imposture. Vladimir Jankélévitch a beaucoup parlé de ce pouvoir d'obscurcissement du langage, de son pouvoir de dévoilement aussi, mais de son pouvoir d'obscurcissement. François Rastier a aussi beaucoup parlé de cette dimension stylistique, de l'obscurcissement jargonnant qui désarçonne et qui masque les intentions, qui passe pour philosophique alors qu'il ne l'est pas toujours. J'avais appris, on apprend peut-être de ses maîtres, de ses disciples, mais aussi de ses adversaires. J'avais appris de Stéphane Hessel, en étudiant son discours, justement, ce qu'était ce que j'appelle désormais le style philosophare, c'est-à-dire la prétention à la philosophie par la stylistique sans en avoir la rigueur conceptuelle. Alors, voilà, androcentrisme, patriarcat, queerisation, intersectionnalité, invisibilisation, tout ça, ce sont des concepts qui sont symptomatiques dans tous les sens du terme. Et l'irruption de ce vocabulaire, mais surtout son adoption massive, est le signe, effectivement, d'une nouvelle configuration idéologique. J'emploierai par raccourci différents termes pour en parler. On peut appeler ça woke, on peut appeler ça postmodernisme, on peut appeler ça déconstruction dans un sens très élargi et pas du tout dans un sens philosophique technique. En anglais, on parle de critical social justice. Je crois que c'est sans doute le meilleur terme parce qu'il est finalement assez descriptif et relativement neutre. On peut parler de révisionnisme culturel, là aussi dans un sens assez descriptif. Ce qui importe, c'est que cette configuration idéologique est à cheval sur deux dimensions. D'une part, la recherche universitaire, les sciences humaines et sociales, la philosophie, et d'autre part le militantisme. Ce mélange se trouve justement dans le vocabulaire. Le trait fondamental de ces nouveaux discours idéologiques, c'est qu'ils se fondent sur un consensus social, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le trouve dans l'université. Ce consensus social, eh bien, il faut bien évidemment que l'antiracisme, l'égalitarisme soient déjà des valeurs dont on puisse se réclamer
pour pouvoir en réclamer l'extension. Et c'est là où je parle d'un progressisme dévoyé, c'est que on a affaire aujourd'hui à un discours inclusif, hein, et j'ai appelé ça l'inclusivisme parce que c'est une véritable doctrine, et cet inclusivisme, qui là aussi est un autre nom du postmodernisme ou de la déconstruction, cet inclusivisme, évidemment, génère l'exclusion de tous ceux qui n'y adhèrent pas. C'est son ressort, il se constitue par notamment les connotations du mot inclusion qui se veulent évidemment généreuses. Je parle de radicalité dans le sens où cette extension idéologique, cette illimitée, va chercher à la racine, hein, radix, radicis, la racine, c'est là la radicalité, va chercher à la racine tous les fondements même de la culture qui nécessiteraient d'être remaniés, extirpés, déconstruits. Alors, il y a imposture parce que toutes ces notions qui s'exaucent comme concept pour se présenter comme scientifiques, en fait, visent une éradication culturelle de Ronsard au steak frites, de la sexualité au paradigme pronominal du français, et évidemment en passant par la laïcité, toute normalité est à déconstruire, si ce n'est à détruire. Je dis détruire parce que la cancel culture est aussi un autre nom de cette idéologie. Un récent colloque à la Sorbonne consacré à la déconstruction, ça s'appelait Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture, a été présenté comme fasciste, macartiste, réactionnaire. Certains pseudo-sociologues ont même été faire un calcul de l'âge moyen des gens pour évidemment nous traiter de vieux. Il a été fouillé dans les lieux de naissance pour voir que certains n'étaient pas nés en France et que donc, je cite, cette mobilisation réactionnaire, notamment contre le postcolonialisme, revêt donc une dimension empiriquement postcoloniale. Et oui, il fallait pas naître ailleurs. Hein. Notons que ça ne s'applique pas à Derrida, hein, ce genre de reproches ontologiques. Voilà. Alors, ce qu'on a vu notamment, c'est qu'on nous a accusé, par exemple, de dénoncer, de calomnier des philosophes. Voilà une argumentation, et c'est vraiment un modèle argumentatif, qui ne repose... oui, calomnier les philosophes comme Heidegger. Hein, donc on parle d'idées, bien sûr, et on voit qu'il suffit de substituer critiquer à calomnier pour que tout d'un coup le reproche tombe. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une argumentation qui est limitée aux connotations du mot dénoncer, calomnier, et en fait, c'est une rhétorique de la vindicte, de l'argument ad hominem. Ce ne sont pas des arguments, ce sont uniquement des mots qui connotent la négativité. Le mot réactionnaire, le mot senior qui était employé, suffit finalement comme argument. J'insiste là-dessus parce que l'objectif est une élimination sociale. Il s'agit de délégitimer, de diaboliser, de rendre infréquentables des personnes. Et c'est le prélude à une élimination professionnelle qui se manifeste sur les réseaux sociaux, dans les messageries. Je donne l'exemple, par exemple, du linguiste Patrick Charotto qui a écrit un livre pour dire que la langue n'est pas sexiste. Bon, eh bien, le fait simplement de dire que la langue n'est pas sexiste, avec des arguments tout à fait techniques, classiques, eh bien, ça suffit à le faire qualifier évidemment de masculiniste et à ce que différents universitaires disent qu'il ne faut pas accepter des propos de cette sorte qui sont carrément conservateurs et qu'il faut aller écrire ailleurs, se passer de ces gens-là, etc. C'est un appel à l'élimination des gens qui ne sont pas d'accord, tout simplement. Alors, c'est ce que Karl Mannheim, le sociologue, décrivait dans
Idéalisme et utopie, 1929, je le cite, de cette mixion de la politique et de la pensée scientifique, il résulte que petit à petit, toute politique, dans les formes du moins qu'elle se donnait, reçut un badigeon de science, tandis qu'inversement, les points de vue scientifiques se teintaient de politique. C'est à l'origine d'un risque, celui de voir les crises qui affectent la pensée politique devenir aussi des crises de la pensée scientifique. Autrement dit, on a un mouvement simultané de politisation du scientifique et de scientifisation du politique. J'en veux pour témoin tout simplement les mails que j'ai reçus ces derniers jours, des appels à communication, notamment un sur le film d'horreur féministe, où on propose de former, je dis bien former les intervenants à ce point de vue, et à sélectionner en priorité des communications de gens minoritaires, c'est-à-dire Black, Asian, people identify as LGBT, people with disabilities, etc. C'est-à-dire qu'il y a une prime à l'identitarisme qui va, et d'ailleurs c'est intéressant, qui va de la sexualité à l'ethnicité, en passant même par l'état de santé. C'est-à-dire qu'on met sur le même plan la préférence sexuelle et le handicap, ce qui est qui se passe de justification. Le fait d'être minoritaire est en soi une justification. Il y a donc une crise de la pensée scientifique, puisque désormais, on voit se mettre en place finalement un dénigrement de l'objectivité scientifique au bénéfice d'une nouvelle forme de rationalité. On dénigre la rationalité pour privilégier une justice raciale ou ethnique ou religieuse, en tout cas identitaire. J'ai trouvé aussi, il y a quelques jours, un appel à sauvegarder la Critical Race Theory face, je cite, à la droite populiste, et où l'appel à communication voulait conceptualiser notre réaction en tant qu'universitaire et activiste. C'est-à-dire que dans un appel à communication, on indique que seuls les militants seront les bienvenus et avec une entreprise avouée qui est de s'en prendre à une autre école de pensée. J'ai bien sûr trouvé un article où on fustige les violences envers les personnes trans à l'université. Le mot violence suggère des tabassages en règle ou des choses comme ça. Et quand on lit l'article, on voit que cette violence, c'est le fait que les gens n'adoptent pas forcément l'écriture inclusive et sont inconscients de leur privilège cisgenre. C'est ça la violence qui est brandie. On voit un détournement du mot violence, puisque la violence ici est immatérielle, symbolique, et repose uniquement sur une interprétation subjective. Alors, j'ai aussi reçu hier un appel à l'annonce d'un événement de l'Institut de Institute of French Studies pour déconstruire le monde du vin, car le vin doit être inclusif. On considère bien sûr que le vin se fonde historiquement sur le harcèlement sexuel, la discrimination, etc. On peut prévoir que absolument tous les domaines de la culture feront l'objet de telles communications de la part des gens issus, par exemple, de Sciences Po. Voilà, vous pouvez tout imaginer, de la mécanique à l'électricité, de l'architecture à tout ce que vous voulez. On pourra toujours prouver le sexisme. Une chercheuse américaine à Sciences Po considérait la gastronomie française comme un élément de mise en place du suprémacisme blanc. C'est donc bien toute forme de culture qui est de culture établie qui est fustigée. Alors,
ça repose sur, ça sera vraiment le premier point que j'aimerais développer, c'est la construction de mythéologies. Ce que j'appelle des mythéologies, ce sont des mythes à vocation idéologique, c'est-à-dire des petits narratifs qui sont charriés par des mots et qui vont construire des récits victimaires, des martyrologies. J'en donne un exemple vraiment emblématique. Je lisais les algorithmes vous mettent sous le nez des choses que vous ne voulez pas voir, mais bon, voilà, j'ai un article de mademoiselle.com sur un livre de Catherine Marsal qui s'appelle Mother of Invention, How Good Ideas Get Ignored in an Economy Built for Men. L'histoire économique serait masculine et on en veut pour preuve l'invention des valises à roulettes. Alors, je cite cet article, vous allez comprendre comment on construit une mythéologie. Un homme, un vrai, s'apporte sa valise tout seul, n'est-ce pas? Figurez-vous que c'est à cause de cette idée idiote que la commercialisation de la valise à roulettes a mis tant de temps. Dans C'est bien une idée de fille, l'autrice Catherine Marsal raconte la sexiste histoire des innovations. En lui permettant de faire rouler sa valise sans effort, l'homme était privé de faire la démonstration de sa force et donc de sa masculinité. Comment faire preuve de galanterie sans porter les bagages de sa femme avec ses gros muscles? Comment montrer sa place de chef de famille sans pouvoir porter la charge de tout le foyer sur ses épaules solides? Oui, ces petites roulettes d'apparence inoffensive avaient un sérieux pouvoir émasculateur. Ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir émasculateur des petites roulettes des valises explique qu'elles ne soient pas apparues plus tôt. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'histoire conjecturale, où c'est en fait une histoire qui se fonde sur une pure projection intuitive, sans aucune donnée. Mais ça vaut le coup de regarder ce raisonnement qui se présente comme relevant de l'histoire économique, puisque le raisonnement consiste à se demander pourquoi une invention n'existe pas. Ce qui est quand même un raisonnement étrange, plutôt que de se demander ce qui l'a fait émerger. C'est-à-dire qu'on a non pas un phénomène observable, mais un phénomène absent. Bon, pourquoi pas? Mais surtout, évidemment, on ne prend pas en compte des causalités directes, comme le fait tout simplement que le développement des transports au XXe siècle. Donc, pouvait guère exister avant la banalisation des transports ferroviaires et aériens. Et puis, bien sûr, on ne prend pas en compte l'ensemble des facteurs comparatifs, c'est-à-dire toute l'ergonomie des modes de transport, de leur évolution, des questions techniques, de rentabilité économique, la nature du marché des bagages, etc. etc. D'autant que les roulettes ont été introduites en fait, dès les années 30 de manière expérimentale. Bref, on a des faits et des raisonnements qui ne sont pas pris en compte, et par contre, on va appliquer une causalité téléologique, c'est le féminisme qui nous facilite la vie, et tout ça en se passant de données. C'est un modèle d'argumentation conjecturale. Il est parfaitement anti-scientifique et en même temps, il est ultra-doxique. C'est-à-dire qu'il est conforme à ce qu'on attend dans un cadre idéologique. C'est une grille de lecture, une idéologie. Et en plaquant ses obsessions sur un peu n'importe quoi, on diffuse comme vérité établie ce qui n'est qu'une vue de l'esprit. Ce qui est important, c'est la façon dont ce discours comporte une force d'adhésion éthique. C'est ça qui le rend acceptable. Ce ne sont pas les faits, ce n'est pas la réalité qui est pertinente, c'est les faits, en fait. Alors, j'espère pouvoir en reparler. Il y a un effet de conglobation. Hein. En rhétorique, la conglobation, c'est quand on accumule énormément d'arguments, y compris s'ils sont tous tirés par les cheveux ou à moitié faux ou très très relatifs, mais le fait qu'il y en ait beaucoup a un effet argumentatif. C'est-à-dire que si vous alignez 10 bonnes raisons, même si elles sont toutes très très branlantes, on aboutit à l'impression qu'il n'y a pas de fumée sans feu, quoi, et que c'est quand même justifié, ne serait-ce que par le nombre d'arguments qu'on est capable d'aligner.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent des énumérations un petit peu paraphrastiques les unes des autres. C'est parce qu'en fait, c'est la même idée déclinée en utilisant des connotations. Bien là, voilà, on va avoir tout un article qui va développer ça sans avoir aucun fait. Et cette conglobation, en fait, c'est l'abondance même de ces discours qui finit par instaurer leur validité. Le matraquage, si on veut. Mais ce n'est pas purement quantitatif, hein, c'est aussi lié à le fait que cette histoire conjecturale se fonde sur des faits inventés, mais surtout interprétés. Hein. J'ai vu aussi un article sur le problème de séduction pour les femmes de grande taille. Il y a des anthropologues qui imaginent que les femmes auraient été privées de viande à la préhistoire, ce qui expliquerait le dimorphisme sexuel, etc. Bref, on va inventer, et bien sûr, la langue est masculine. La langue française aurait été masculinisée. Ça, c'est typiquement de l'histoire conjecturale. On prélève quelques faits et on construit une histoire parfaitement fausse. J'ai déjà cité souvent cet exemple parce qu'il est extrêmement parlant. Il y a deux linguistes qui ont décidé que aller chez le coiffeur était une expression sexiste parce qu'on dit aller aux putes. Et qu'aller aux putes, c'est péjoratif et qu'aller chez le coiffeur ne l'est pas. Et leur théorie, c'est que la préposition « chez » serait marqueur de respect et qu'aller aux putes, c'est la préposition qui générerait de la péjoration et pas du tout le mot pute. Bon. Quand on en est à ce point de négation des faits, à voir dans les prépositions du sexisme, au point même de ne pas utiliser les moindres données, hein, parce que ce n'est pas une donnée, une expression qui, sans corpus, sans comparaison, sans discours, sans propos, c'est évidemment quelque chose qui n'a absolument aucune validité sur le plan méthodologique. Pourtant, ce qui fait que des propos de cette sorte, qui sont faux, sont admis, c'est parce qu'ils sont conformes à un cadre idéologique. Hein. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'on a cette conjonction à la fois de l'anti-scientifique et de l'ultra-doxique. C'est comme ça qu'on construit des mythéologies, c'est-à-dire des choses qui vont passer dans la doxa comme des récits. Inutile de vous y opposer parce que le fait de démonter au nom de la rationalité, de la factualité et des phénomènes ce genre de mythéologie, eh bien, on va vous accuser justement d'être scientifique. Et il y a tout un tas de gens qui sont en train de théoriser aujourd'hui le fait que la scientificité et l'objectivité seraient des inventions masculines, mais aussi occidentales. Et donc, ça permet de réhabiliter, c'est à ce titre qu'il faut décoloniser et démasculiniser la science. Évidemment, ça veut dire qu'il y a une pulvérisation de la raison au bénéfice d'appartenance clanique. C'est mis en œuvre politiquement, par exemple au Canada, où j'ai vu passer là, une subvention d'1 million de dollars pour la recherche sur le cancer attribuée à la médecine traditionnelle autochtone. Parce qu'il faut réhabiliter les savoirs non occidentaux. Donc, on va avoir un vrai volontarisme politique pour favoriser cette décolonisation et cette démasculinisation. Alors, le plus saisissant finalement, c'est de voir que ces idées préconçues, ces mythéologies, cette histoire conjecturale, elles prétendent malgré tout se fonder sur la science. C'est ce que j'appelle un positivisme frauduleux. J'y consacre un chapitre justement sur le fait que voilà, on va volontiers dans ce monde idéologique dire des études ont montré que voilà. Alors, les études ont montré que c'est un argument d'autorité qui est souvent qui sert à imposer comme un fait établi ce qui relève pourtant souvent de la croyance,
du parti pris. Et ce genre de formule creuse va faire en sorte que ce qui relève de l'idéologie partisane paraisse soudain aller de soi. Et il suffit pour ça de se citer entre soi. Il suffit de mettre des références qui sont propres à son courant de pensée, non pas par exhaustivité des références, mais en fait, dans ce courant de la déconstruction culturelle, on va, par la magie en fait de la note de bas de page, on va donner une légitimité à des choses qui s'entrevalident, en fait, qui ne procèdent pas d'une tradition, mais qui s'entrevalident. Aujourd'hui, dans l'université, pour les sciences humaines, la scientificité, ça se définit uniquement comme respect des procédures administratives. L'évaluation en double aveugle, à partir du moment où on choisit l'évaluateur, on sait très bien que l'évaluation est donnée d'avance, positivement ou négativement. Donc, un peu de jargon, de la citation et ces fausses procédures égalitaristes suffisent aujourd'hui à se prétendre scientifique. On est loin de Bachelard, on est loin d'une vérification sur le plan intellectuel, c'est la quantité, la citation et le jargon qui y suffisent. J'ai essayé de cartographier un petit peu stylistiquement ce qui, dans ces concepts, les rend problématiques, pour reprendre le mot qui est souvent utilisé dans le militantisme. Donc, il y a ce positivisme, je dirais, uniquement stylistique. C'est-à-dire qu'il suffit en fait d'avoir des mots savants, du jargon et des mots savants, de la suffixation, de la néologie, des racines gréco-latines, ou anglaise, bref, et des chiffres, bien sûr, des expériences, il faut des expériences. Et tout ça suffit à passer pour scientifique. Là aussi, j'analyse ce phénomène dans le livre où on va voir, par exemple, des journalistes se réclamer d'une étude qui a montré que. Je suis allé voir cette étude, c'est une farce. Mais on va voir en psycholinguistique, par exemple, des expériences totalement biaisées sur le masculin, le féminin, faites par des psycholinguistes qui ne connaissent absolument pas la grammaire, qui ne connaissent pas la terminologie grammaticale et qui font des expériences, par exemple, avec des métiers féminins et des métiers masculins. Voilà, qu'on va proposer à des enfants pour qu'ils les classent, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le préjugé, il est déjà dans les consignes. Donc, on n'a que des expériences totalement biaisées qui vont servir de justification ensuite, là encore, pour une diffusion comme doxa scientifique. Ces concepts, en plus, sont systématiquement polarisés. Pour des gens qui se réclament de la déconstruction, et notamment de la déconstruction comme refus de la binarité, eh bien, on a au contraire systématiquement des concepts qui envisagent uniquement la thématique de la domination. Donc, c'est au fond ce qu'il y a dans tous ces termes, intersectionnalité, androcentrisme, etc., ce ne sont que des concepts qui sont en fait polarisés. Ces concepts participent aussi, sont construits par des métaphores. On va parler d'invisibilisation, par exemple, sauf qu'il ne s'agit absolument pas d'une question ophtalmique. Donc c'est une métaphore. Mais qu'est-ce que c'est comme phénomène observable relevant de données que l'invisibilisation. Et en quoi l'agentivité aussi qu'on a dans invisibilisation, ça laisse penser qu'il y a des gens qui veulent le faire, qu'il y a une intention. C'est aussi un biais d'intentionnalité qui est parfaitement illégitime dans ces concepts. Les dérives sémantiques à la frontière des métaphores, ce sont des dérives comme par exemple l'emploi
de phobie, hein, transphobie, grossophobie, glottophobie. On psychiatrise par ce simple suffixe des thématiques en faisant comme s'il y avait effectivement quelque chose qui méritait du coup d'être rééduqué, comme s'il y avait une pathologie mentale dans la glottophobie. Et c'est culpabilisant, évidemment, ce vocabulaire, alors qu'il est pseudo-psychiatrique. Il en va de même pour des concepts comme le colonialisme, qui devient une espèce de catégorie humaine qui n'est plus historique. Hein. On parle de le décolonialisme, se fonde sur l'idée que malgré la décolonisation, la colonisation continue. Bon, la colonisation repose quand même sur l'existence de territoires géographiques. Or, employer colonisation, hein, comme décoloniser l'université, décoloniser la philosophie, etc., c'est évidemment un emploi métaphorique qui, en fait, tout cela nous rapproche de l'infalsifiable, tout cela nous rapproche d'énoncés dont on ne peut pas démontrer la fausseté puisqu'ils ne proposent aucune positivité factuelle. D'où d'ailleurs le recours à ce que j'appelle la déréalisation, c'est-à-dire envisager tout sur le plan du symbolique. Hein. La violence n'est plus la violence physique, elle est symbolique. L'agression n'est plus une agression, c'est une micro-agression qui est de l'ordre mental, et ainsi de suite. Tout va être déréalisé. On ajoutera le pathos aussi, qui construit largement cette configuration. Et aussi, et ça c'est important, l'axiologie du lexique. L'axiologie en linguistique, c'est peut-être pas tout à fait la même chose qu'en philosophie, mais bon, quand on dit axiologie, c'est l'idée qu'il y ait des valeurs. Pour la langue, l'axiologie, c'est l'idée que justement il y a du positif, du négatif, mais aussi du neutre dans les mots. Si je dis la beauté c'est un mot qui a une axiologie positive. Intelligence, c'est une axiologie positive. La laideur a une axiologie négative. Bon. Et bien sûr, si je dis le mot fenêtre ou le mot stylo, c'est une axiologie parfaitement neutre. Or, la manipulation axiologique est parfaitement intégrée dans la dynamique de la langue. C'est-à-dire qu'on peut transformer des choses neutres en quelque chose qui a une valeur axiologique. Hein. Je sais pas, vous prenez le mot banquier, ça peut être un métier, mais dans une configuration politique donnée, le mot banquier va être lourd de connotations négatives. Voilà. Dans le champ politique, tout d'un coup, le mot gauche ou le mot droite vont avoir une axiologie qui dépend de qui l'utilise, qui dépend de l'énonciateur, qui dépend de la configuration idéologique dans laquelle le mot est pris. C'est pour ça d'ailleurs que, pour prendre des mots sensibles axiologiquement, le mot juif peut être parfaitement neutre, négatif ou positif selon justement ce jeu de préconstruit idéologique. Or, aujourd'hui, on assiste à une axiologisation radicale. Récemment, vous le savez, un dirigeant communiste a pu dire « un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c'est la gastronomie française », ce qui l'a fait traiter de fasciste, de droitisant, etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, le mot vin, le mot viande ou le mot fromage ou le mot français était devenu porteur de négativité, devenaient des indices politiques et je dirais que l'idéologisation, c'est une axiologisation radicale. Quand il n'y a plus de discours, de faits, d'objets qui ne prennent place dans un système d'idées où ils ont une valeur politique, c'est-à-dire quand il n'y a plus de possibilité d'avoir une neutralité objectale, discursive, eh bien, on est dans une espèce d'hostilité généralisée. C'est ami ou ennemi, quoi.
Hein, le steak, c'est ami ou ennemi. Voilà, le vin, c'est ami ou ennemi. Bon, et tout ça, c'est filtré, bien sûr, par, voilà, par ces configurations. On voit la dégénérescence, finalement, de la sémiotique post-structuraliste. De Barthes ou Foucault, on passe de tout a du sens à tout est politique. Alors, tout est politique, c'est déjà plus ou moins une manipulation de ce que veut dire le mot politique, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à tout est domination. Et sa conséquence pratique, c'est quoi? C'est tout est à déconstruire. Et sur l'incarnation de cette déconstruction, c'est quoi? C'est démasculiniser, déblanchir, dégenrer. Et je n'exagère pas, aujourd'hui, on a des séminaires dans l'université française qui prétendent démasculiniser les sciences humaines, décoloniser la culture, et c'est devenu presque c'est devenu un cliché. Enfin, vous voulez donner un nom à votre séminaire, vous appelez ça déconstruire, et puis ça suffira. Ce qui est important justement et notamment d'ailleurs, pour rester dans la stylistique, dans ce cadre un petit peu universitaire, vous avez ces fameux infinitifs. Hein, déconstruire, démythifier, etc. Pourquoi est-ce qu'on a ces formules infinitives? En réalité, derrière, ça veut dire il faut déconstruire, il faut démasculiniser. Et c'est là où il y a un vrai masquage rhétorique. En linguistique, on parle de déonticité pour cette modalité. La déonticité, hein, déon en grec, ça veut dire devoir. La déonticité, c'est la modalité de l'obligation. Et quand vous dites déconstruire les sciences humaines, décoloniser l'université, ça n'est pas une thématique. Une structure infinitive, normalement, une infinitive, c'est une fonction nominale, soit ses sujets, hein, par exemple, déconstruire, dire du mal de Heidegger, ça ne se fait pas, c'est sujet, hein, dire du mal de Heidegger. Puis-je dire du mal de Heidegger, c'est complément d'objet direct, bref, on a là des constructions complètes. Mais quand on a une structure nominale de type décoloniser ou déconstruire, on a cette espèce de prétention philosophique de l'infinitif qui généralise, mais en réalité, derrière, il y a une déonticité qui veut dire « il faut »,« vous devez ». Je ne développe pas sur la question de la modalité, mais tous les contenus pseudo-scientifiques qui sont proposés procèdent de cette déonticité sourde qui est une réalité, qui se veut une réalité axiomatique. C'est un principe obligatoire. Il faut adopter les questions, il faut éliminer le patriarcat, il faut. Et c'est un vocabulaire qui propose d'éliminer avant même d'avoir décrit. L'écriture inclusive est un bon exemple de ça, puisque elle repose sur plusieurs théories parfaitement fausses. Hein, une théorie de la masculinisation. La langue française aurait été masculinisée. Voilà. Ce qui relève du complotisme, bien sûr, la langue n'est pas créée par des personnes. Masculiniser ne veut rien dire en linguistique. Une langue n'est ni masculine ni féminine. Bref, on a quelque chose qui ne veut rien dire, mais qui est présenté de manière assez créationniste, finalement, comme une invention. Ça impliquerait d'ailleurs qu'avant la masculinisation, on avait une langue qui aurait existé dans un état de neutralité, de bisexualité. Donc, il y aurait un état antérieur, et c'est là où on voit qu'il y a quasiment une théologie derrière cette idée de la masculinisation. Il y aurait un état, non pas de l'humain même, mais de la langue, qui serait sexué et qui serait neutre avant que, au XVIIe siècle, des grammairiens ne changent la langue. C'est évidemment une théorie complètement illuminée. Hein. Et le pendant de cette théorie de la masculinisation, c'est la théorie de l'invisibilisation, j'en ai déjà parlé. On fait comme si c'était une réalité sociale.
Mais bon, si je dis ma femme est médecin, le mot médecin doit être au masculin, ça n'empêche pas qu'elle soit médecin. Il n'y a aucune invisibilisation. Le marquage sémantique, il est sur le pronom, il est sur le nom, il est ailleurs que sur le nom médecin. Bref, cette idée de l'invisibilisation, non seulement elle est métaphorique, mais en plus elle est en général fausse sur le plan de la description grammaticale. Et puis, on a bien sûr cette théorie de l'inclusion. Là encore, on est dans la métaphore. Inclure, c'est du spatial. Or, il n'y a pas de spatialité, donc qui que ce soit exclu. Et enfin, il y a une théorie de la représentation qui est peut-être la plus grave. C'est l'idée que ça, c'est toutes ces expériences de psycholinguistique fallacieuses qui disent, voilà, quand vous dit un médecin, vous vous représentez un homme, donc ça montre bien que c'est sexiste. Bon, mais l'idée de la représentation, ça ne repose sur rien. On n'est pas représenté par des mots. Aucun mot n'est univoque, hein. Tout le lexique est plurisémique. Et d'ailleurs, pourquoi ne s'intéresser qu'au lexique et pas à la syntaxe, aux terminaisons verbales? C'est étonnant, il n'y aurait que le lexique qui générerait des représentations, et uniquement ce lexique-là, le lexique de l'humain sexué. Bon, ça relève de la pensée magique, hein. Il n'y a absolument aucun lien entre un mot et une représentation. Nous ne savons pas ce qu'est une représentation, ça je viens à le dire. Quand on croit, évidemment, si on interroge naïvement quelqu'un sur le sens d'un mot, il va vous dire ce que ça représente pour lui. Mais dans cet acte déclaratif lui-même, il y a déjà un saut méthodologique que les psycholinguistes ne prennent pas en compte, c'est que, justement, il y a explicitation. Or, le langage, son ressort fondamental, c'est l'épilinguistique, c'est-à-dire que, heureusement, on n'a pas à penser pour employer le mot « de », le mot « un », le mot « qui », c'est automatisé cognitivement. Et c'est surtout hors de toute représentation idéologique. Hein. Et on voit bien l'écart entre ce que les sujets parlants croient avoir comme représentation et ce qu'ils ont réellement comme représentation. Si je dis le mot table et que je vous en demande une définition, vous allez me parler d'un truc plat avec des pieds, etc. Eh bien, pourtant, ça n'est pas sur le plan épilinguistique comme ça que vous utilisez ce terme, puisque vous parlez aussi des tables de la loi, des tables des matières, de tables qui ne sont pas des objets, qui ne relèvent absolument pas de saisie comme ça réaliste. En fait, cette théorie de la représentation, elle est mentaliste, elle est réaliste, et c'est une aberration qui, pour la linguistique, ça contrevient absolument à tout ce que la sémantique lexicale a pu démontrer justement sur ce qu'on appelle des pôles d'invariance qui dépassent ce que la conscience des sujets peut maîtriser. Alors, Monsieur Stamovitch, je vais être obligé de vous demander de conclure, afin que vous puissiez échanger avec Gérard après quelques minutes. Bien, ça tombe bien, je venais de finir mon introduction, donc je vais pouvoir passer directement à la conclusion. Oui, en fait, bon, je parlerai ailleurs de déconstruction de la question du militantisme trans, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette configuration idéologique, elle obéit au même modèle que beaucoup d'utopies révolutionnaires de régénération de l'humain. En fait, la déconstruction chez Heidegger entendait, je cite Heidegger, ça n'arrive pas souvent, remonter aux expériences originales dans lesquelles furent conquises les premières déterminations directrices de l'être. Eh bien, ces expériences originales, évidemment, lui, il y entendait des racines germaniques, que
que l'enjuivement de la civilisation avait masqué et qu'il fallait retrouver par la déconstruction, eh bien, la déconstruction décoloniale et inclusiviste, elle entend pareillement remonter à un temps fantasmé. Il faudrait effacer l'histoire, une histoire bien sûr parfaitement sélective, hein, ce qu'on appelle colonisation, ce n'est pas l'histoire de la colonisation mondiale et planétaire, non, c'est uniquement une colonisation particulière. On a cet état, cette recherche, hein, je l'ai dit pour la masculinisation, d'un état antérieur qui précéderait une espèce de chute, de péché, de masculinisation, de colonisation, un rêve de virginité qui aurait été perverti par l'homme, par le blanc, et ça désigne ainsi un coupable, bien sûr. Cette construction d'un bouc émissaire, eh bien, elle obéit à des schémas bien connus. Et ce n'est pas pour rien que Israël est également convoqué dans toute la configuration décoloniale. Le prisme accusatoire qui fait désormais de la culture occidentale le seul coupable de l'histoire de l'humanité montre qu'il y a peut-être un recyclage finalement du juif comme bouc émissaire. C'est désormais l'homme blanc occidental qui est à la place du juif. Il est ontologiquement, moralement, historiquement marqué par le sceau du mal et il ne peut connaître la rédemption que par le reniement, c'est-à-dire la conversion publique à la nouvelle idéologie. Alors on voit hein, la puissance de culpabilisation qu'il y a dans cette argumentation. C'est bien le rôle d'ailleurs de l'écriture inclusive. C'est le rôle du diversity statement qu'il faut remplir pour avoir un emploi aux États-Unis. C'est la spectacularisation sociale de ce reniement qui sert à l'édification des autres. Et cette marque de soumission, eh bien, elle contamine finalement l'ensemble de la culture. La cancel culture, c'est précisément cette dynamique de contamination morale par l'intimidation. Alors, on voit, c'est vraiment ma conclusion, que toute cette conceptualisation, ça n'est que le recyclage d'antagonisme, l'invention d'histoires alternatives et sélectives et l'élaboration de concepts qui sont des détournements en fait de l'activité de l'esprit rationnel qui aboutissent à la construction de frustrations victimaires qui empêchent toute possibilité de communauté, de commun, au sens où Martin Buber parlait de Gemeinschaft, de communauté, alors un petit peu idéaliste bien sûr, mais comme dépassement des recherches de l'intérêt groupal. Et c'est bien là où on a des radicalités aujourd'hui violentes, c'est dans la prolifération des barrières identitaires, du soupçon, qui est charrié par ce vocabulaire qui est fallacieux mais séducteur. Hein, c'est le vocabulaire du voleur de bétail. Hein. Il est trompeur, il est chimérique, mais c'est le vocabulaire qui est susceptible malheureusement de conduire le troupeau sur le bord de la falaise. D'où mes avertissements conceptuels autant que politiques finalement. Merci à toi. Merci beaucoup, Jean. Vous voyez l'intérêt de convoquer les sciences pour essayer d'éclairer les nuits dans lesquelles nous sombrons. Et la science linguistique, elle est particulièrement requise, et la sémantique particulièrement requise. Alors, pour aller dans ton sens, en écho à toi, je pensais, en effet, et tu l'as bien évoqué, à ce glissement du juif vers le blanc, comme extension, et le patriarcat comme étant l'essence, en fait, aussi du monothéisme, hein, parce que quand même, le patriarcat dont on parle, ce n'est pas celui de l'homme du pater familiar romain dans sa famille, c'est le patriarcat comme concept générique de la construction du monde et de l'univers selon le monothéisme. Donc, et en effet, c'est tout à fait hallucinant de voir et d'observer comment, à front renversé, les imbécilités meurtrières du dispositif nazi se reconduisent dans ce front renversé
dans ce langage contemporain que tu as décrit et évoqué. On parlera évidemment de sciences blanches, tu l'as dit. On parlera alors qu'on parlait de sciences juives sous le nazisme. On parlera de cuisine blanche, tu l'as évoqué. Sous le nazisme, on dénonçait le pain blanc comme étant un complot juif contre le pain complet qui était, lui, censé aider de façon écologique la bonne santé humaine. Et donc, le pain blanc était un complot contre les Aryens. On parle de musique blanche, comme on parlait de musique juive, hein, de Wagner, etc., etc. Donc, et même, c'est Jean-François Bronstein, qui est un de nos amis communs, qui me rapportait, puisqu'il connaît mon intérêt sur les questions d'humour, que le rire d'humour était considéré, il avait repéré des textes, le rire d'humour était considéré comme un surplomb blanc et patriarcal. Bon, ben voilà. On retrouve absolument le dispositif. C'est même hallucinant, presque étonnant, presque curieux de voir comment ça se redéplie, mais dans l'intégralité presque de toutes les positions. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, moi, il y a autre chose dont je voudrais, sur lequel je voudrais une petite discussion avec toi, en tout cas une interrogation. Tu parles de métaphorisation. Quand j'étais étudiant, quand je faisais des études de lettres et de philo, j'avais des profs assez formidables, Marie Depucet, Yves Pouillou, qui étaient des profs de littérature. Et pour nous faire travailler des textes comme ceux de Montaigne, par exemple, il m'avait, c'était à moi qui s'était adressé, mais c'était comme un étudiant parmi les autres, il m'avait demandé de travailler à l'époque sur un texte de Serge Leclerc, qui était un psychanalyste, et sur la psychose. Et Serge Leclerc racontait un exemple d'un patient qu'il avait pris en analyse et il y avait quelque chose qui clochait, il n'arrivait pas à identifier de quoi il s'agissait au long des séances. Et puis un jour, ce patient il rapporte l'anecdote que il lui faut une bouteille pour boire, il ne peut pas boire dans un verre d'eau. Alors, évidemment, ça intrigue et ça alerte l'attention du psychanalyste et qui dit « Mais pourquoi ?» Et le garçon dit « Mais je ne veux pas me noyer dans un verre d'eau. » Et il comprend qu'il a affaire à un psychotique, comme ça. Et il en conclut comme ça. Et que c'était tellement bien borné, le fond psychotique de la personne, qu'il avait l'air d'un névrosé avec ses problèmes particuliers, ses difficultés, et c'était cette dissonance-là qu'il n'arrivait pas à identifier. Bon, bref, c'était assez exaltant, et ça m'avait fait dès cette époque penser à un film de Laurel et Hardy, Les As d'Oxford, où ils sont dans un labyrinthe et Hardy dit à Laurel va chercher la sortie. Et donc Laurel parle, trouve le chemin de la sortie et il revient avec le panneau exit de la sortie. Voilà. Donc, et c'est ça que je voulais voir. C'est-à-dire que quand tu parles de métaphorisation, j'entends, moi, dans les exemples que tu donnes et dans ce qu'on peut repérer, non pas tant la métaphorisation, mais l'écrasement de la métaphore sur le réel, qui est considéré comme un symptôme de la psychose, tu vois. Et il y a un certain nombre de psychanalystes et de psychiatres, Charles Melman ou Marcel Tchermak, qui depuis un certain nombre d'années, presque une trentaine d'années, envisagent, interprètent ou pressentent quelque chose qu'ils nomment une espèce de psychose sociale. Ça ne serait pas une psychose sociale au sens qu'il y aurait un inconscient collectif, mais ça serait comme si la discursivité ou la cognitivité prenait des accents psychotiques. Oui, alors, moi je parle de ça, comment dire, dans le cadre de justement la lexicalisation de ces métaphores. C'est-à-dire que ces métaphores ne sont pas vives, elles n'ont pas une existence, ce ne sont pas des apax, elles n'interviennent pas qu'une fois, ce n'est pas de la création poétique. Ça n'est pas non plus d'ailleurs quelque chose qui aurait, par exemple, tu cites un exemple d'un patient psychotique, mais
là, il peut y avoir des choses qui se passent au niveau individuel, mais effectivement, quand on lexicalise l'idée, par exemple, d'invisibilité, c'est quand même une métaphore, parce que personne n'est rendu invisible. Bon. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est là où il y a une pensée magique qui passe pour être rationnelle, c'est qu'on fait comme si, et c'est pour ça que l'écriture inclusive est vraiment un symptôme, pour le coup, capital, c'est on a dans cette configuration idéologique la réclamation sociale, sociétale, que les mots devraient correspondre à une essence. Il faudrait, et encore une fois, la plurisémie du langage, c'est ce qui fait le langage. S'il fallait un mot pour chaque chose et qu'ils étaient figés, s'il fallait un mot pour chaque table qu'on a, plutôt qu'un concept, c'est-à-dire une catégorie, le langage ne serait plus le langage, justement. Il n'y aurait plus que des objets séparés, distincts les uns des autres. Bon, et justement, les langues configurent le réel à partir de catégories différentes, mais ça n'est pas une croyance, enfin, il n'y a pas une correspondance. L'arbitraire du signe, c'est ça aussi. C'est le fait qu'il n'y ait pas de correspondance entre un mot et une essence. Et ça, c'est là où tu as raison de parler de cette dimension psychotique. On a aujourd'hui, c'est un exemple que je voulais donner parce que c'est arrivé il y a 2-3 jours, à l'université de Bristol, au Pays de Galles, il y a la revendication d'employer les pronoms qu'on veut, des pronoms qui correspondent par exemple à une identité de chat ou d'émoji. Il y en a qui sont des émojis et ils veulent que leur prénom soit, etc. Et c'est accepté par l'institution au point même où on va proposer que, je les cite, ils disent « c'est normal de faire des erreurs sur les pronoms, des fois on ne peut pas savoir, mais l'essentiel c'est de se corriger et d'utiliser le bon pronom. Donc si tu me dis que tu es un tigre du Bengale, il va falloir que j'utilise le pronom qui te correspond. » C'est là où, effectivement, il y a un problème, j'en parle aussi à propos de l'objectophilie et des choses comme ça. On a une espèce de caprice psychotique, mais qui devient, qui se politise. C'est-à-dire qu'en fait, chaque idiosyncrasie, je ne parle même pas de pathologie, mais chaque idiosyncrasie devrait trouver à s'incarner dans la langue et tout le monde est sommé de l'adopter. Alors, et le problème, c'est que les institutions sont désormais prêtes à oublier que non, on ne décrète pas le langage. En fait, c'est une conception ultra protocolaire de la langue. Tout le monde devrait avoir son pronom dont il décide, comme un titre, hein, comme on s'appelle docteur ou maître, eh bien, on aurait son pronom bien à soi. Ça serait une marque de distinction, finalement, mais dont on exige qu'elle soit reconnue par chacun. Et on a donc l'ultra-particularisme qui finit par dicter la loi, ce qui est le contraire de la loi, justement, et il n'y a plus de commun. C'est pour ça que je faisais allusion à cette Gemeinschaft dont parle Buber comme sortie de l'intérêt de groupe, qui soit religieux ou sexuel ou autre, pour envisager cette espèce d'idéal de finalement, on appelle ça la société, tout simplement, c'est vivre en société, mais cette dérive parapsychotique, je ne sais pas comment l'appeler, elle repose sur une perversion du langage, parce qu'on fait comme si les mots pouvaient avoir un sens autre que celui qu'ils ont. Hein, là, j'ai des cas, donc il y a des gens qui sont chats, il y a des gens qui sont emojis, il y a je crois, quelqu'un qui a inscrit en thèse à Paris 8 comme hippopotame, il y a des gens qui se sentent table basse, etc. Mais précisément, employer les mots dans ce sens-là, dire qu'un homme peut être une femme ou qu'une personne peut être une table basse,
c'est tout simplement changer le sens du mot homme, femme, table basse, etc. On est dans le psychotique, mais on est aussi dans une perversion du langage radicale, puisque ce qui définit le langage, c'est quand même le sens commun, dans le sens le plus banal du terme. Ouais. Écoute, Jean, merci beaucoup, vraiment. Je rappelle son ouvrage qui vient de paraître. Hein. C'est jubilatoire à lire et c'est très encourageant pour penser à une de ces folies du temps d'aujourd'hui qui risque de nous emporter. Jean, je te remercie. À très bientôt. À bientôt à tout le monde pour le prochain atelier républicain. Bonne journée.